Émission spéciale Cap PME sur BFM Business. Bonsoir ou bonjour. On a vraiment eu des témoignages absolument formidables. Maintenant, on va essayer de voir qu'est-ce qu'en pense justement le politique. Est-ce qu'il est prêt à prendre des mesures? Est-ce qu'il va essayer de sauver la France? En tous les cas, c'est une tâche difficile. Mon invité, c'est donc Sébastien Martin, le ministre délégué en charge de l'industrie. Bonsoir Sébastien Martin. Bonsoir à vous. Alors, vous regardez votre cravate, vous avez vu qu'il n'y a aucun... il n'y en avait aucun avec une cravate. Moi, je suis un peu old school. D'accord, ok, donc vous avez le droit de la garder. Beaucoup de questions à vous poser plus sérieusement. J'ai croisé un entrepreneur tout à l'heure et qui me dit: ah, vous recevez Sébastien Martin, dites-lui de faire au niveau de la France ce qu'il a fait au niveau de Chalon. Parce qu'il a réussi à faire venir des entreprises. Il y avait Kodak qui fermait et il a réussi une alchimie, il a réussi à les faire venir. Voilà, c'est ça qu'il faut réussir au niveau de la France. Vous voyez, vous avez la barre est assez haute. Lorsqu'on regarde ce qui se passe, on voit qu'il y a des données qui sont difficiles, il y a des révisions de croissance à la baisse, il y a une crise économique, il y a un coût de l'énergie qui explose, il y a un nombre de faillites qui explose. Quelle est un peu votre vision, vous, de la situation au jour d'aujourd'hui ? Déjà, vous avez dépeint une situation apocalyptique. Bon, non, c'est factuel. Non, mais qui explose. La situation, je ne vais pas vous dire qu'elle est simple, parce qu'il y a plein d'éléments qui font qu'elle n'est effectivement pas simple, particulièrement depuis, on va dire, fin 2024. Moi, je me souviens très bien, à l'époque, vous avez parlé de mon expérience quand j'étais élu local à Chalon-sur-Saône. Je faisais le même genre de forum en tant que président de mon agglomération. Je rencontrais les chefs d'entreprise. Et en gros, jusqu'à fin 2024, le principal sujet des chefs d'entreprise, c'était comment on recrute. C'était pas il y a si longtemps. Ça ne veut pas dire que, bien évidemment, il faut nier la situation telle qu'elle est aujourd'hui. On a une croissance qui s'est ralentie. On a une situation internationale qui s'est aggravée avec la crise de l'Iran. Et on voit bien, depuis notamment l'élection de M. Trump qui a fermé le marché américain, ce qu'on appelle des volumes supplémentaires, des surcapacités asiatiques qui arrivent sur le marché européen et qui mettent en difficulté un certain nombre de secteurs industriels. À côté de ça, on a aussi eu des exemples, vous les avez vus autour de la table tout à l'heure, oui, de gens qui entreprennent, de gens qui y croient. Et j'ai beaucoup aimé quelqu'un qui a rappelé: n'oubliez pas de continuer à expliquer que oui, ce pays a une vocation industrielle. On ne peut pas croire qu'il y a 1 an et demi, le principal problème c'était comment on va faire pour recruter, on n'y arrive pas, et qu'aujourd'hui tout soit terminé. Moi je me bats contre ça tous les jours. Oui, la situation elle est compliquée, mais expliquer que tout est foutu parce que la situation est difficile en ce moment, c'est un non-sens. Parce qu'on ne peut pas dans le même temps dire il faut amener nos jeunes dans les usines, il faut qu'ils reconnaissent les métiers industriels, il faut que, et puis dans le même temps dire tout est foutu. C'est pas vrai, parce que c'est un combat de long terme. Pendant des décennies, on a dit il n'y aura plus d'usines dans ce pays. Très bien, parfait, on a vu le résultat. Et maintenant, on veut que nos jeunes retournent dans les usines. Si on veut que nos jeunes retournent dans les usines, ça veut dire qu'il faut tenir sur le long terme. Et même si c'est difficile en même temps, il faut toujours fixer et se tenir le cap de l'objectif. Oui, mais ce que disait, c'était Guillaume Gibault, le fondateur et le président du SLIF français. Il disait il y a une espèce de voilà, on n'aime pas l'industrie en France. On adore la tech. Ici, on est à la station F. On adore le digital. On adore les services. Mais c'est presque un gros mot, l'industrie manufacturière. Donc il faut changer de mentalité. C'est ce qu'essaient de faire du reste certains lobbies pour l'industrie. On voit que c'est difficile en France. C'est bien pour ça que il faut tenir le cap. Je veux dire par là que effectivement, ce pays pendant des décennies, et d'ailleurs c'est pas forcément des politiques qui l'avaient dit. Monsieur Turruc qui raconte que la France sans usine, Monsieur Turruc, à ce que je sache, il n'était pas député, il n'était pas ministre, c'est un industriel qui a dit c'est très bien s'il n'y a plus d'usine dans ce pays. Non, je voudrais juste le rappeler des fois. Et qui a dit c'est très bien s'il n'y a plus d'usine dans ce pays. Bon, très bien. Moi j'ai 49 ans. Donc j'ai grandi plutôt dans toute cette période-là, dans toute cette époque-là. On a dit c'est pas grave. Et puis on a dit les gamins, allez donc en fac de droit, allez donc faire du commerce et du marketing, allez faire de la santé, allez faire tout ce que vous voulez, mais surtout n'allez pas dans l'industrie. Et puis maintenant, du jour au lendemain, on croit que clac, par un coup de baguette magique,
tout va s'inverser et que d'un coup d'un seul, les gens vont réaimer l'industrie de manière comme si c'était une grande déclaration d'amour. Non, il faut du temps. Oui, il faut du temps. J'ai envie de dire simplement, on a quand même le président Macron, c'était quasiment sa première feuille de route de réindustrialiser la France. Ça fait quand même quelques années qu'il est là et que les chiffres sont là. Je les ai devant moi. C'est la 2025 a été 2026, enfin 2025 est la pire année en termes de désindustrialisation. Si vous regardez les chiffres, il y a 57 usines en moins en 2025. Et quand on regarde le solde net, ouverture, fermeture, c'est plus 19, mais c'est des petits. Je peux vous poser des questions? Oui, allez-y. Voilà, d'accord. Entre 2018 et 2024, on a recréé des emplois industriels dans ce pays. Ouais. 180 000 emplois industriels recréés dans ce pays. Par contre, entre 2005 et 2015, combien on a détruit d'emplois industriels? Parce que vous dites c'est la pire des années, l'année 2025. On a détruit plus d'1 million d'emplois industriels dans ce pays. On a détruit plus d'1 million d'emplois industriels entre 2005 et 2015 dans ce pays. 2018-2024, on a enfin inversé cette tendance. Exactement. On a redonné, effectivement, et d'ailleurs, je veux dire, on faisait les mêmes plateaux il y a 2 ans et demi, c'était vive la réindustrialisation, c'est parti, c'est génial. Et donc, je veux dire par là que sur le long terme, il y a toujours des moments de haut et des moments de bas. Toujours. Il ne faut pas s'ultra enthousiasmer quand ça va bien. Il ne faut pas non plus dire que tout est foutu quand ça va mal. Parce que ce cap de la réindustrialisation, il n'est pas simplement nécessaire, il est indispensable à notre pays. Et ne croyons pas que ce pays n'est pas capable de faire beaucoup de choses. Oui. Quelle est la part de l'industrie On est autour de 10% du PIB. Ça, voilà. On est autour de 10% du PIB. Donc, c'est là où on a stoppé. Je veux le dire. On reste un peu scotché. Le phénomène, il a été stoppé à un moment. Et en ce moment, quel est le visage de notre industrie? Il faut regarder les choses telles qu'elles sont. On a des secteurs industriels qui, en France, cartonnent. Dans le domaine de l'énergie, prenez filière de l'énergie autour du nucléaire, mais aussi de certains secteurs du renouvelable. Prenez le secteur de la défense et de l'armement qui cartonne également. Vous allez chez Alstom qui construit des trains, qui est un secteur qui cartonne également. Vous prenez le luxe, même s'il y a des difficultés liées au Moyen-Orient, c'est un secteur qui cartonne également. Puis vous avez des secteurs qui connaissent des grandes difficultés. La métallurgie, l'automobile, et puis aussi la chimie. Parce que ce sont 3 secteurs qui sont extrêmement aussi ouverts à une concurrence internationale assez difficile. Je prends l'acier. Il y a des mesures de protection qui arrivent au 1er juillet. Et c'est heureux. Sur la chimie, on se bat aussi au niveau européen sur le sujet. Sur l'automobile, il y a la transition vers l'électrique, mais pas que. Il y a plein d'autres éléments qui expliquent aussi que ce soit un moment difficile. Parce qu'on vendait à peu près, il y avait 2 200 000 immatriculations en 2019. Aujourd'hui, fin 2025, on est à 1,6 million d'immatriculations. Ça veut dire qu'on a perdu à peu près 20% du marché. Sans doute qu'il y a une part vers est-ce que je vais vers la transition, est-ce que je vais vers l'électrique qui explique cela. Mais il y a d'autres éléments. Il y a aussi d'autres éléments qui expliquent cette difficulté de transformation du marché de l'automobile. Oui, il y a quand même une dimension européenne qui n'est pas négligeable, vous êtes d'accord avec moi, Sébastien Martin, sur l'automobile. Les décisions qui ont été prises quand même à marche forcée fait qu'il y a une destruction d'emplois, notamment chez les constructeurs automobiles, mais aussi chez les sous-traitants. Non, en 2020... On n'a pas forcément mesuré l'impact. De la transition vers l'électrique? Oui. De la transition vers l'électrique? Aussi rapide. En 2020, on vendait 1,2% de véhicules électriques. Ouais. J'ai du mal à comprendre comment 1,2% de ventes serait responsable de la chute globale du marché. Ah non, mais il y a plein d'autres éléments. Il y a le coût des véhicules. Non. C'est le fait de mettre un coup près, le 2035, sur les volets thermiques. 2035, c'est pas aujourd'hui. Aujourd'hui, si vous allez dans une concession, vous pouvez toujours acheter un véhicule thermique. Personne ne vous oblige à acheter un véhicule électrique. Et d'ailleurs, j'ai plutôt l'impression qu'en ce moment, les gens ont envie d'acheter des véhicules électriques. En ce moment, j'ai envie de dire, merci Trump, ça c'est sûr qu'il y a une explosion. J'en parlais hier avec Aurélien. Ben oui, merci Trump, parce que grâce à cette crise qui est quand même terrible. Moi, j'ai pas très envie de dire merci à Trump quand même. Hein. Je veux dire, tu veux montrer qu'il y a quand même un côté positif. C'est que du coup, on se précipite effectivement vers des véhicules électriques. Et puis, il y a aussi... Le taux d'immatriculation est absolument incroyable. Il y a aussi une meilleure, comment dirais-je, technologie, ouais. Et je le dis aussi, française. Le véhicule électrique le plus vendu en France, il est fabriqué à Douai, et c'est la R5 électrique. Il n'est pas fabriqué en Chine. Pourquoi aussi? Parce que la France est un des rares pays au niveau européen à avoir mis en place, outre
les droits de douane qui, là, existent au niveau européen sur le véhicule électrique. On y reviendra sans doute tout à l'heure parce que c'est pas la même chose sur les véhicules hybrides, et avoir mis en place l'éco-score qui fait qu'en France, quand vous avez une aide de l'État pour acheter un véhicule électrique, vous achetez un véhicule qui est made in Europe ou made in France. C'est pas le cas dans tous les pays, je tiens à le préciser. Et qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit le plus dans les rues ? Pas forcément des véhicules chinois électriques. D'ailleurs, je le dis au passage, je trouve un peu dommage dans une émission et dans un forum qui défend l'usine française, le Made in France, que ça soit partenaire BYD. Je me permets de le dire au passage parce que ça m'a un peu choqué en arrivant. Parenthèse fermée. Oui, c'est bien aussi qu'on soit tous raccords sur nos principes. Parenthèse fermée. Je le dis parce qu'aujourd'hui, quand on dit qu'il ne faut surtout pas de véhicules électriques, alors qu'en réalité, qu'est-ce qui est en train d'envahir le marché européen ? Personne ne dit ça. Non, je le dis. Qu'est-ce qui envahit surtout le marché ? C'est plutôt des véhicules hybrides asiatiques que les véhicules électriques asiatiques qui envahissent le marché, parce qu'il y a et des droits de douane et l'éco-score en France qui font qu'on favorise l'industrie française automobile électrique. Alors, une question quand même, Sébastien Martin. Si on, je ne sais pas, à la fin de votre mandat, dans 1 an, vous pensez vous aurez pu inverser la courbe d'industrialisation de la France ? Alors, je ne vais pas faire du François Hollandisme sur les inversions de la courbe. Parce que ça ne leur a pas réussi, vous voyez. Par contre, moi, mon combat, c'est que ce cap-là, cette volonté politique exprimée, partagée. Tout à l'heure, vous allez recevoir des parlementaires de tous bords. Oui, il y a même François Ruffin que je salue. Je salue les parlementaires qui sont ici. Tout le monde ne partageait pas. Il y a quelques années en arrière, j'ai fait des débats à l'Assemblée nationale ou au Sénat. Aujourd'hui, sur tous les bancs, tout le monde dit oui, ça a été une erreur par le passé, ce qui s'est passé. Tout le monde le dit. Et tout le monde dit oui, l'industrie est absolument indispensable pour notre pays. Et tout le monde dit aussi, effectivement, les formations scientifiques, les formations techniques, orienter plus de jeunes vers ces formations, c'est indispensable. Et tout le monde est en train de se rendre compte aussi que contrairement à l'image d'Épinal que l'on avait, enfin, ou d'Épinal ou de Zola, de ce qu'était l'industrie, en réalité, chacune et chacun voit que l'industrie, c'est autre chose que cette image d'Épinal. Et surtout, arrêtons aussi un peu parfois de nous sous-estimer. Je parlais du véhicule électrique, c'était peut-être compliqué, mais en France, on est capable de faire des véhicules électriques. On est capable de faire des ordinateurs quantiques, qui est un des trucs les plus compliqués. On est sans doute un des pays les plus en avance là-dessus. J'étais la semaine dernière à Cherbourg, absolument, chez Naval Group. On m'a expliqué quand même que faire un sous-marin nucléaire lanceur d'engins, c'est l'objet technologique le plus compliqué au monde à faire. Le plus compliqué au monde à faire. Dans un aussi petit espace, vous mélangez et des technologies de défense, et des technologies du nucléaire, et des questions d'énergie, et des questions de... Il y a tout aussi peu. Combien de pays au monde savent faire ça? Combien? La France, les États-Unis, la Russie, et il semblerait les Chinois. Avec les Chinois, on ne sait jamais exactement comment ça se passe. Avec les Russes non plus. Il y en a, et avec les Russes non plus. Oui. Mais il n'y a pas tant de pays que ça qui savent faire tout ce que nous savons faire. Il n'y en a pas tant que ça. Alors, le sujet, c'est bien évidemment de savoir protéger là où c'est nécessaire de protéger, c'est de savoir encourager là où c'est nécessaire d'encourager, c'est de ne pas être que dans les ruptures technologiques, je suis assez d'accord avec ça. France 2030 est très marquée par les ruptures technologiques. Je pense qu'on a aussi besoin de plus de soutien à la modernisation de notre tissu industriel pour gagner en compétitivité. Voilà. Oui. Et d'ailleurs, je vais annoncer avec les régions un volet de France 2030 régionalisé dédié au volet modernisation de nos outils industriels dans les territoires. Un peu les objectifs de France 2030. Je vais avoir avec les conseils régionaux, parce que je pense que les régions aussi ont des outils pour accompagner la modernisation de notre tissu industriel, un volet spécifique là-dessus. On a à peu près 200 millions d'euros qui peuvent être consacrés à ça. Un volet spécifique pour la modernisation des outils industriels. Parce que, pourquoi je dis ça? On est ici à Cap PME. Vous savez, dans notre pays, il y a plein d'outils qui existent. Quand on est une start-up, il y a plein d'outils qui sont là. Quand on est un grand groupe, il y a aussi des outils qui sont là et on sait s'en saisir. Mais vous êtes la PME industrielle qui est présente dans une sous-préfecture, une ville moyenne depuis des décennies, qui ne demande jamais rien à personne et qui en plus n'a pas forcément les moyens de faire des dossiers, etc. etc. Bah pour elle, il n'y a jamais vraiment grand-chose.
Ben moi, j'ai envie, vous me demandiez si j'ai envie de faire quelque chose d'ici la fin de ce quinquennat, la responsabilité qui est la mienne. J'ai aussi, aussi envie d'envoyer le message à tout ce tissu de PME industrielles, de petites ETI qui font de l'aménagement du territoire. Vous connaissez la réponse. Qu'on est là pour eux. C'est qu'il faut essayer de sortir de cet enfer technocratique ou bureaucratique. Il faut simplifier les procédures. C'est ça dont elle rêve, parce que tout est tellement compliqué que souvent, elles n'arrivent même pas. C'est vrai en plus au niveau européen, c'est-à-dire qu'elles n'ont même pas accès aux aides parce que c'est trop compliqué. Elles n'ont pas un service juridique comme dans les grandes entreprises, vous voyez. C'est bien pour ça que je me tourne aussi vers les PME. Je pense au partenariat avec les collectivités territoriales. On doit être encore mieux organisé. Vous avez parlé de mon expérience quand j'étais élu à Chalon-sur-Saône et quand j'étais président de l'Agglo. Bah oui, j'ai fait sortir 10 usines de terre. Alors c'était peut-être pas plus simple à Chalon-sur-Saône qu'ailleurs, et pourtant on y est arrivé. Parce qu'il y a une question d'alignement et d'organisation. Il est indispensable que nous soyons mieux alignés et mieux organisés partout sur les territoires. Il y a encore trop parfois, et la CCI fait son truc, et l'Agglo fait son truc, et la région fait son truc. Et les organisations patronales font leur truc. Il faut un meilleur alignement pour les chefs d'entreprise, pour les accompagner dans leurs projets, et beaucoup de territoires s'organisent face à ça. Ne passons pas notre temps à dire qu'il n'y a que des trucs qui ne marchent pas. Il y a aussi plein de territoires qui savent se prendre en main, s'organiser. Pas partout, c'est parfois plus compliqué, on n'a parfois pas la même ingénierie, on n'a pas toujours les mêmes moyens, mais il y a beaucoup de gens qui se prennent en main et qui arrivent à le faire. Toute dernière question, ça fera le lien avec la table ronde suivante, qui est autour de... Est-ce que les patrons et les politiques peuvent ensemble relever la France? Oui. Vous pensez que c'est possible? C'est même indispensable. Parce que les politiques, ils connaissent pas beaucoup l'entreprise, et j'ai envie de dire, même si ici on est à Cap PME, que c'est aussi un peu l'inverse. Vous dites qu'il y a plein de politiques qui ne connaissent pas l'entreprise. Je connais de PME. De PME. Oui. Ben, écoutez... ah non, politique, pardon, oui, de politique. C'est ce que vous avez dit. Oui, oui, excusez-moi, oui, oui. C'est ce que vous avez dit. Bon, moi, il se trouve que je connais aussi plein de politiques, élus locaux ou même parlementaires, qui connaissent le monde de l'entreprise, qui visitent régulièrement des entreprises, qui dialoguent régulièrement avec des entreprises. Et c'est vrai que la confiance, c'est pas facile à construire. Je vous fais part de ma propre expérience. Au début, lorsque j'ai été élu, je voulais absolument que monde politique dans mon territoire et monde économique, nous allions ensemble. Parce que vous ne pouvez pas attirer dans votre territoire si vous n'êtes pas unis et si vous n'avez pas des porte-paroles que sont les chefs d'entreprise. Et donc cette confiance, il faut la créer. Et je me souviens au début, j'organisais des rencontres et des dîners à quelques chefs d'entreprise. Ils me demandaient, mais pourquoi vous voulez nous inviter? Mais juste parce que je pense qu'on a besoin de se parler. Et après, on a créé la confiance. Et quand vous créez la confiance, vous pouvez avancer. Et je sais qu'au niveau national, il y a aussi des enjeux. Merci beaucoup Sébastien Martin, on va essayer de se parler. Merci beaucoup Sébastien Martin, donc le ministre de l'Industrie était notre invité, il y croit. Émission spéciale Cap PME sur BFM Business.